Alors, bonjour tout le monde, bienvenue au premier webinaire de l'année de l'Union TLF. Tous mes meilleurs voeux pour vous et pour vos proches. Alors, on ouvre cette année avec une problématique sur le développement commercial de l'entreprise. Alors, notre expert qui prendra dans quelques minutes la parole, Victor Gonzalez, vous a préparé une présentation pleine de peps, très pétillante, en légèreté, pleine d'astuces et de conseils comment ajuster, améliorer, réinventer la force commerciale de votre entreprise. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous donne le rappel, quelques consignes pour que notre webinaire se passe bien. D'abord, la première chose, si vous voulez bien couper vos micros et vérifier qu'ils restent bien éteints. Vous prendrez la parole à la fin, si vous voulez bien, pour poser des questions. Ou sinon, s'il y a des interrogations qui émergent pendant la présentation, vous pouvez les poser dans le chat. Je rappelle également que ce webinaire est enregistré et donc le replay sera disponible sur notre site internet ainsi que le support de présentation et les coordonnées de Victor sur la page dédiée dans l'espace adhérent. Alors, merci encore pour votre présence et je passe la parole à Victor Gonzalez. Bonjour à tous. Merci Olga pour cette introduction. À mon tour, je vous souhaite tous mes meilleurs voeux pour cette année 2026, une année qui s'inscrit une nouvelle fois dans un contexte complexe, mais on commence à avoir l'habitude depuis les années 2020. Je vous encourage à allumer vos caméras si vous le pouvez, comme ça je me sentirai un peu plus connecté avec ceux que je pourrais voir sur l'écran. Et je vous propose maintenant de rentrer dans le vif du sujet. Aujourd'hui, on va parler commerce et comment réinventer la force commerciale du TRM en 2026. On va traiter ça en 3 temps. Euh, D'abord, un regard sur les enjeux, faire quelques constats. Deuxièmement, je vous partagerai des éléments de méthode qui ne sont pas, et merci Olga pour la référence à l'expertise, mais qui ne sont pas définitifs, qui ne sont qu'un avis, une perception du moins de ce qu'il est possible de faire. Et puis on terminera par les perspectives et bien sûr un temps de questions-réponses sur lequel je me mettrai à votre entière disposition. Pour me présenter rapidement, donc moi je suis Victor Gonzalez, j'ai 37 ans. Je suis un pur produit du monde du transport. Mon papa a commencé sa carrière comme commercial chez Ducros Service Rapide, Feu Ducros Service Rapide, pour ceux qui se souviennent de cette belle entreprise de messagerie, puis ensuite gravi les échelons dans les grands groupes de messagerie nationale avant de créer son entreprise au début des années 2000. Que j'ai eu l'occasion de reprendre avec mes frères en 2016 et dont j'occupe le poste de directeur général aujourd'hui, donc chez les transports Goevia en Gironde, où je suis moi-même transporteur, fils de transporteur, ce qui m'a conduit à créer Barry, que je préside aujourd'hui et qui concentre le clair de mon temps, et avoir la chance d'intégrer le conseil de gouvernance d'H2P, le véhicule d'investissement de la profession dont vous êtes peut-être actionnaire, mais du moins auquel je croise Olga régulièrement chaque trimestre lors de nos échanges, puisque j'ai la chance d'avoir H2P comme principal investisseur et actionnaire chez Barry. Je vais vous présenter très rapidement l'activité de Barry dans quelques secondes. Côté parcours, moi j'ai commencé ma carrière de transport en 2012 en transport international en m'expatriant en Angleterre avant de rentrer en France pour reprendre l'entreprise de transport. J'avais d'abord fait des études de commerce que j'ai complétées par un parcours métier au sein de l'École supérieure des transports où j'ai eu l'opportunité de suivre le master et le MBA avant de reprendre mes études en 2019 et d'apprendre le développement informatique pour fonder ce qu'est Barry aujourd'hui. Notre solution technologique a la vocation à transformer le site internet des professionnels du monde du transport en site de vente en ligne B2B
pour vendre du transport industriel de marchandises, un peu de la même manière dont on vend des billets de train ou des billets d'avion. J'insiste sur B2B parce que quand on pense digital, on pense systématiquement B2C, alors que les transactions B2B sont en train de se digitaliser à grande échelle et que la croissance du digital B2B bat tous les records année après année, notamment depuis l'ère post-Covid. Et on a eu la chance de remporter le trophée de l'innovation lors du SITL 2022. Au-delà de la technologie, Barry essaye de s'inscrire dans une relation de partenariat business avec le secteur du transport routier de marchandises, puisque notre proposition de valeur, elle s'établit sur trois verticales. La première, la technologie, celle que je viens de vous présenter, qui a vocation à digitaliser l'acte de vente, à automatiser toute la gestion administrative d'un ordre de transport, de la création du compte client, la cotation, la réservation, la facturation et bien sûr l'encaissement grâce au paiement en ligne, ce qui permet d'accélérer considérablement les flux de trésorerie. Mais cette technologie, elle est appuyée sur deux autres métiers. Le premier, c'est l'agence marketing, où on accompagne des entreprises de transport sur leurs enjeux d'attractivité et de visibilité pour générer du trafic sur leur plateforme digitale, pour générer des prospects qualifiés qui ont des besoins de transport et rentrent en contact avec nos clients, et bien sûr travailler aussi leurs enjeux d'image de marque et d'attractivité. Et puis le troisième métier, et certainement ce qui motive un peu notre échange aujourd'hui, c'est celui de centre de formation, puisque nous sommes centre de formation certifié Calliope et nous accompagnons les entreprises de transport à faire progresser leurs équipes et à en créer une véritable culture de la vente et de la marge. Marge basée du coup sur le prix de vente plus que sur l'optimisation des coûts, ce que les transporteurs savent déjà très bien faire. En introduction, je vous propose quelques grands constats. Le premier, c'est une photographie de la population active en France fin 2025, avec une mutation importante euh, de, de génération, puisque aujourd'hui, 15% des actifs encore engagés dans nos entreprises sont issus de la génération des boomers et vont massivement quitter le monde du travail dans les 2 prochaines années. Ils seront intégralement remplacés numériquement par la génération Z. À ce jour, on a plus d'un actif sur deux qui est issu des générations Z ou Y, donc né après 1981, c'est-à-dire qu'il est sorti de l'école avec cet appareil dans la poche. Euh, dans les 2 prochaines années, ça sera plus de 2 actifs sur 3 qui seront issus des générations Z et des générations Y. Et cela, ça induit une modification importante des comportements de nos clients et des attentes de nos collaborateurs. Les chargeurs deviennent de plus en plus digitaux, de plus en plus exigeants et de plus en plus orientés expérience client. Et nos collaborateurs attendront autre chose dans leur quotidien que ce que nous avons pu leur offrir sur les dernières décennies. Le deuxième constat que nous partageons tous, j'imagine, c'est que le secteur dans lequel nous évoluons, il est absolument essentiel pour l'économie. J'aime bien le définir comme le flux sanguin de l'économie qui distribue sa consommation et son investissement, puisqu'il représente plus de 90% des flux de marchandises en France et aussi en Europe. Mais c'est un secteur qui souffre d'une très faible rentabilité, l'un des secteurs les moins créateurs de valeur, puisque les rentabilités moyennes des entreprises de transport s'établissaient à 1,4% en 2024, avec près d'une entreprise sur deux qui était déficitaire, ce qui conduit à une situation quasi sans précédent de défaillance depuis 2 ans. Secteur sous pression sur ses marges, mais aussi secteur sous pression sur son cash, sa trésorerie. Le décalage moyen de trésorerie que connaît une entreprise de transport, il est de 10 jours, puisqu'elle règle ses fournisseurs en 41 et se fait régler par ses clients en 51 jours. Et que le transport, à lui tout seul, représente près de 18% du volume global d'affacturage en France. C'est-à-dire que nos marges, elles sont généralement à la banque, celles qui financent la facture ou le BFR. On va se concentrer, et des éléments et des facteurs d'analyse, il y en a plein et on en partage certainement énormément. On va se concentrer sur deux aspects. Le premier, c'est que la complexité opérationnelle, elle est croissante. Moi, je fais ce métier depuis une quinzaine d'années, vous certainement depuis bien plus longtemps que moi.
Et le métier de transporteur, il est devenu chaque année plus complexe. Multiplication des contraintes réglementaires, des exigences clients dont on vient de parler, qui sont de plus en plus fortes, une tension sur les coûts qui s'est accrue depuis l'ère post-Covid avec un schéma inflationniste quasi sans précédent, une inflation des coûts que nous n'avons pas toujours pu ou su répercuter dans nos prix de vente, une pénurie structurelle de conducteurs, mais aussi de talents. On se concentre beaucoup et on évoque souvent la pénurie de conducteurs. On parle moins de la pénurie d'exploitants, d'affréteurs, euh, de managers, la pénurie d'entrepreneurs, pour reprendre nos entreprises, dans un contexte de volatilité importante des volumes. euh, et pour les 2 prochaines années, dans un contexte préélectoral, une géopolitique mondiale qui apporte son lot de surprises chaque jour, ne présente guère euh, d'opportunités de regain et de dynamisme sur les volumes. La conséquence directe que l'on observe chez les transporteurs que l'on rencontre chaque semaine, chaque jour, auprès desquels nous allons à la rencontre, c'est que le commerce est bien souvent la variable d'ajustement. Un secteur que j'investis quand mes camions sont vides, quand je peine à euh, remplir tous mes mètres de plancher, et un périmètre que je sous-investis lorsqu'au contraire, j'ai du mal à trouver des conducteurs et que les volumes battent leur plein. Ce qui conduit à un sous-investissement global de la fonction commerciale. Euh, alors, les TPE, les PME, les ETI et les grands groupes ne sont pas logés à la même enseigne sur cet aspect-là, mais euh, auprès du tissu qui compose véritablement le cœur battant de notre industrie, les PME, le commerce, il repose souvent sur le dirigeant, sur les relations historiques qu'il a su tisser avec des clients qui l'accompagnent depuis plusieurs années, parfois depuis plusieurs décennies, sur le bouche à oreille, euh, la réputation, qui repose sur un savoir-faire, une qualité de service et bien entendu sur les appels d'offres et les demandes de cotation entrantes. Ce modèle-là, on l'identifie comme fragile, puisqu'il repose plus sur un acte d'achat initié par le chargeur qui vient à la rencontre, soumet son cahier des charges, soumet son interprétation, plutôt que sur un acte de vente qui permet d'imposer une nouvelle vision du service. Moi, j'aime bien dire une chose, c'est que lorsqu'un client vous choisit, c'est généralement de ces 3 raisons. Soit vous êtes le seul, soit vous êtes incontestablement le meilleur, soit il y a des chances que vous soyez le moins cher. Bien sûr, à un rapport qualité-prix donné. Donc, quelles sont les limites possibles du modèle actuel? Déjà, quel est-il et quelles en sont ses limites? Le modèle commercial actuel, il ancre généralement et assez souvent les entreprises face à une problématique de dépendance. Dépendance au relationnel, dépendance aux appels d'offres, dépendance au portefeuille hérité et historique de l'entreprise. Un portefeuille qui peut avoir tendance à vieillir, où les, euh, euh, les relations et les possibilités d'augmentation tarifaire année après année sont de plus en plus tendues. Euh, où généralement, moins de 20% des clients représentent plus de 80% du chiffre d'affaires de l'entreprise, ce qui présente un risque élevé et intègre l'entreprise dans un schéma d'activité irrégulière et imprévisible où les volumes sont suspendus aux aléas conjoncturels. Le chiffre d'affaires, il est donc subi avec un résultat qui devient volatile dans un contexte de charge fixe. Le transport, c'est une industrie avec des investissements lourds, infrastructures, matériel, CDI. Et lorsque nos volumes sont suspendus euh, aux aléas conjoncturels globaux ou bien spécifiques, à celui de notre principal ou de nos principaux chargeurs, et bien tout de suite, l'équation se tend. La première limite du modèle actuel, où le commerce repose plus sur
le dirigeant, les clients historiques, la réputation et les appels d'offres, eh bien, c'est bien ce rapport à la dépendance qui est différent dans chaque entreprise, mais où lorsqu'un client, un groupe de clients représente 10, 15, 20, 30, 40% du chiffre d'affaires de l'entreprise, eh bien, le pouvoir de négociation est parfois limité et le stress d'un exercice à un autre où un pourcentage important du chiffre d'affaires est potentiellement remis en question se retrouve accentué. Et donc, face à cela, une démarche commerciale active de renouvellement du chiffre d'affaires ou bien de sélection des meilleures opportunités commerciales se justifie ou s'étudie différemment. Le deuxième point, et qui est sous-jacent, hein, c'est une faible prospection structurée, où l'argumentaire est souvent centré sur le prix et la technique, avec des forces commerciales qui viennent souvent du sérail, qui sont d'anciens conducteurs, d'anciens exploitants, où la relation commerciale dépend de l'affréteur ou du chef d'entreprise. Eh bien, c'est une force commerciale qui est sédentaire. Comme je le disais tout à l'heure, qui attend la demande entrante et tente de la traiter et de l'optimiser. Cela induit une faible motricité commerciale qui génère peu d'opportunités et de réflexes commerciaux pour optimiser et transformer un maximum de ces opportunités. Ça crée une difficulté à générer de la valeur et à imposer une nouvelle vision du service. Comment mieux valoriser mon offre de transport, différencier mon offre, vendre autre chose que point A, point B, et essayer de répondre aux attentes et aux enjeux sous-jacents du chargeur, aux attentes et aux enjeux non exprimés de la part du chargeur. Ce que l'on entend souvent est peut-être une caricature ou peut-être pas, mais quelque chose que j'entends moi depuis plus de 15 ans que je fais ce métier, c'est les clients, ils veulent du prix. Bien entendu, on est tous clients et on souhaite tous avoir les meilleurs tarifs. Le client, il veut du prix, il voudra toujours du prix tel qu'il en a toujours voulu, mais il a toujours des attentes et des enjeux sous-jacents qu'il faut savoir identifier et traiter pour repositionner la dimension prix sur un autre périmètre. Pour cela, il faut des outils, des données, des processus et de l'automatisation. Euh, la démarche commerciale telle qu'on l'observe dans la grande majorité des entreprises que l'on rencontre chaque année, on rencontre près de 400 transporteurs chaque année, euh, elle est souvent limitée par un rendement, par le seul rendement que le commercial, avec ses deux bras et ses deux jambes, peut engendrer. Je le disais tout à l'heure, la force commerciale, elle est souvent sous-investie. J'avais fait une étude chez l'un des principaux groupements de transporteurs en France où, à main levée, près d'une centaine de transporteurs ne revendiquaient qu'une dizaine de commerciaux véritablement dédiés à l'acquisition commerciale. Donc déjà, on a peu de commerciaux et ces commerciaux, ils sont peu outillés. Euh, ils fonctionnent principalement sur une démarche très terrain, de porte à porte, d'entretien d'un portefeuille existant et d'attente un peu passive des opportunités entrantes et des appels d'offres. Euh, L'équipe commerciale et donc la performance commerciale de l'entreprise, elle est donc bridée par un espèce de plafond de verre, celle de la motricité commerciale. Et donc, on va essayer de voir dans la deuxième partie comment est-ce que l'on peut faire pour renvoyer du couple, renvoyer de la motricité et faire en sorte de générer beaucoup plus d'opportunités et de productivité commerciale. Puis, on va essayer de sortir des décisions qui sont prises au ressenti plutôt que la donnée commerciale. Un peu comme je le disais plus tôt, les clients, ils veulent que du prix, mais en essayant de, de- d'appliquer un processus basé et une logique basée sur la donnée plus que sur le ressenti, qui est somme toute subjectif. On va essayer de prendre un petit peu plus de temps là-dessus. Les constats, on ne va pas s'attarder dessus, mais prendre un petit peu plus de temps sur ce que pourrait être une force commerciale en 2026. Une force commerciale moderne,
outillé, structuré. Le premier point, c'est de commencer par voir le commerce comme un véritable processus. Ce processus, je l'ai imagé ici avec cet entonnoir de couleur jaune dans lequel tourne un rouage. Euh, un processus commercial, je fais rentrer dedans des prospects, des opportunités commerciales. J'applique dessus un processus, une découverte, un argumentaire, le traitement des objections, une négociation, la remise d'une offre, une étape de closing, un véritable savoir-faire qui va me permettre de récupérer en bas du chiffre d'affaires et de la marge. À partir du moment où l'on voit le commerce comme un processus, et bien comme chaque processus, on peut l'optimiser. Si je souhaite retirer plus de chiffre d'affaires ou plus de marge, eh bien, je vais pouvoir faire deux choses, soit faire rentrer plus de prospects dans mon processus commercial et donc augmenter le volume d'opportunités sur lequel j'applique mon processus commercial, ou bien améliorer les rouages de mon processus commercial pour essayer d'en transformer le maximum, puisque nécessairement, il va y avoir des taux de conversion et des taux d'attrition qui vont faire que certaines opportunités ne sont pas qualifiées, certaines opportunités ne sont pas ne sont pas sensibles à mes arguments de différenciation, et puis on ne peut pas gagner tous les matchs. Même les plus grands sportifs ou les plus grandes équipes perdent certaines rencontres. Donc, véritablement, commencer par voir le commerce comme un processus et sortir de la caricature du commercial qui a un bon relationnel, euh, a du bagou pour véritablement appliquer une méthode. La performance de mon processus commercial, elle va reposer sur 4 piliers. Le premier, c'est ce que je disais, c'est ma méthode. Comment est-ce que que mes processus commerciaux de prospection, de qualification, de découverte, d'argumentaire, de closing sont structurés, affûtés pour euh, faire en sorte d'optimiser toutes les opportunités que je traite. Le deuxième, c'est d'avoir un parcours client bien défini pour m'assurer d'avoir un certain nombre de points de passage et que mes commerciaux touchent touchent les prospects et les meilleurs contacts possibles à chaque étape du parcours de vente. Et c'est des étapes de vente qu'on va essayer de standardiser pour les traiter avec le plus de, avec le maximum de perfection possible. La méthode, c'est un peu le plan de jeu. Moi, j'aime beaucoup faire des comparatifs avec le sport de haut niveau. Quand on prépare un match, on va préparer une stratégie de jeu. Eh bien, la méthode, c'est être ma stratégie commerciale. Comment est-ce que je vais appliquer mes processus commerciaux? Mes processus commerciaux, je vais devoir ensuite les piloter auprès de mon équipe commerciale en leur fixant des objectifs à atteindre, en indiquant des indicateurs de performance, des KPI clairs pour chaque étape du cycle de vente. Un objectif pourrait être de rencontrer une centaine de prospects par mois. Sur ces 100 prospects, je vais potentiellement en avoir 60 de qualifiés. Sur les 60 prospects qualifiés, je vais en avoir 20 qui vont accepter un rendez-vous. Sur les 20 qui vont accepter un rendez-vous, il y en a 10 à qui je vais remettre une offre. Sur les 10 à qui je vais remettre une offre, il y en a 5 qui vont l'accepter et qui vont devenir clients. Et donc, j'ai un objectif, j'ai des indicateurs de performance clairs à chaque étape et je sais prédire, si j'applique ma méthode et si je tiens mes objectifs, le nombre de clients que je suis capable de générer chaque jour, chaque semaine, chaque mois. Si je définis un panier moyen à un client, je sais donc prédire le chiffre d'affaires que je vais rentrer chaque semaine, chaque mois. Pour bien piloter cela, je vais devoir m'assurer d'avoir des routines de suivi individuelles et collectives avec mon équipe commerciale, de ne pas la laisser dans la nature, faire ce qu'elle peut ou ce qu'elle veut du 1er janvier au 31 décembre, mais véritablement les suivre quotidiennement, de manière hebdomadaire, de manière mensuelle, trimestrielle. Un daily pour savoir qu'est-ce qui est prévu aujourd'hui, un point hebdomadaire
qui on a rencontré, quelles opportunités sont là, est-ce que les objectifs hebdomadaires ont été réalisés ou non, un point mensuel pour voir où est-ce qu'on en est sur nos objectifs annuels et potentiellement un point trimestriel pour euh, faire cranter mon équipe trimestre après trimestre. Le pilotage, c'est aussi l'amélioration continue. Comme chaque processus, je peux l'améliorer. Et donc, euh, euh, par du retour d'expérience et par du feedback, essayer d'améliorer mon processus de vente. Mon pilotage va me permettre de piloter des compétences d'une équipe commerciale formée de manière régulière. On forme les conducteurs, on forme les manutentionnaires, on forme parfois nos exploitations euh, ou notre comptabilité ou notre département RH sur des nouveautés réglementaires, des nouveaux outils, etc. Mais on forme rarement nos équipes commerciales. La formation, elle peut se faire en externe auprès d'un centre de formation ou bien en interne avec des réécoutes d'appels de prospection, des tournées en double chez les clients, ou bien des jeux de rôle. Ce qui va nous permettre d'inclure chaque collaborateur dans un plan de progression individualisé. Et puis ces compétences, cette force commerciale, elle va utiliser des outils. Une boîte à outils qui va permettre de passer à l'échelle et de préciser chaque étape du cycle de vente, avec des outils de ciblage, des outils de prospection, des outils d'organisation et des outils de closing. Le premier outil et le plus important, c'est ce qu'on appelle le book de vente, le playbook, le guide commercial. Vous avez là l'exemple d'un guide commercial que nous avons accompagné à faire pour l'un de nos clients. Qu'est-ce que c'est que le book de vente? C'est l'outil central c'est la Bible du commerce de votre entreprise. C'est l'outil qui va transformer un savoir-faire diffus en un discours commercial clair, cohérent et réplicable, qui va permettre de clarifier votre offre, votre proposition de valeur, d'aligner les équipes autour d'un même discours, d'un même processus pour professionnaliser chaque étape du cycle de vente. C'est véritablement les processus et le discours à tenir dans chaque situation. Mais la boîte à outils du commercial, elle est beaucoup plus vaste que cela. Dans la majorité des entreprises que l'on rencontre, l'équipe commerciale, quand elle existe, elle est dotée à peu près de la même boîte à outils. Une voiture, un téléphone, un ordinateur, une présentation plaquette commerciale et une grille tarifaire. Euh, pour ceux qui euh, aiment faire du bricolage, c'est un peu comme bricoler avec un marteau, deux tournevis et une pince. Avec ça, on peut faire l'essentiel et déjà beaucoup de choses. Néanmoins, si on se lance dans un projet de rénovation ou sur un chantier important, on va vite découvrir que, on va devoir densifier cette boîte à outils. Et donc, il existe de nombreux autres outils qui peuvent et qui devraient, à mon sens, être fournis aux commerciaux pour chaque étape du cycle de vente. Des outils de ciblage, je vous ai mis des exemples. Société Info, qui va vous permettre de qualifier euh, des entreprises qui correspondent à votre stratégie commerciale sur la base des 11 millions d'entreprises. Société Info, c'est une base de données de 11 millions d'entreprises qui existent en France, sur lesquelles vous pouvez appliquer des critères pour identifier les quelques dizaines, centaines ou milliers d'entreprises sur votre secteur géographique qui correspondent à votre stratégie commerciale. Vous allez pouvoir avoir des outils comme Sales Navigator, qui est une extension de LinkedIn, qui va vous permettre d'identifier dans ces entreprises qui sont les principaux interlocuteurs. Le dirigeant, le directeur logistique, le responsable des achats, le responsable transport, etc., etc. Une fois qu'on a identifié ces interlocuteurs, on va pouvoir enrichir avec un outil comme Full Enrich, par exemple, il en existe de nombreux autres, qui va permettre d'obtenir les coordonnées personnelles de cette personne, son adresse mail et son numéro de téléphone. Une fois que j'ai ma base de données, de clients potentiels, d'interlocuteurs et de coordonnées, eh bien, je vais pouvoir prospecter ces gens-là avec des outils de prospection. Par exemple, LinkedIn Premium qui va permettre de rentrer en contact avec ces interlocuteurs via la messagerie de LinkedIn. Ou bien des outils d'assistance à la prospection téléphonique comme AirCall ou Ringover par exemple, qui vont permettre de structurer la prospection téléphonique, les listes, les appels, les relances. Bien des outils comme Lemlist, par exemple, qui vont vous permettre de mettre en œuvre de la prospection multicanale, de la prospection par mail,
par les réseaux sociaux et par messagerie. Et puis des outils d'inbound marketing qui vont vous permettre de générer un certain nombre de prospects. Et donc, plutôt que ce soit vos commerciaux qui aillent à la rencontre des prospects, que ce soit des prospects qui viennent à la rencontre de vos commerciaux. Je ne vais pas m'attarder là-dessus. Vous allez avoir une catégorie d'outils qui vont permettre d'améliorer l'organisation de vos équipes commerciales, à commencer par un CRM. Je vous ai mis l'exemple de HubSpot, qui est un CRM que nous apprécions particulièrement chez Barry, qui est un excellent CRM d'avant-vente. Et puis des outils d'intelligence artificielle qui vont augmenter la performance de vos commerciaux. Je vous ai mis ici Mojo, Plod, par exemple, qui vont être des outils d'enregistrement des visioconférences ou des réunions physiques, qui vont permettre à vos commerciaux d'être pleinement concentrés sur l'acte commercial et de prendre les notes automatiquement pour deux choses: générer les comptes rendus de manière automatique et euh, identifier les bonnes pratiques et les choses à améliorer de chacun de vos commerciaux. Un peu comme dans le sport de haut niveau, qu'on ait gagné ou qu'on ait perdu la rencontre, eh bien, on va analyser la vidéo pour savoir ce que l'on doit améliorer ou ce que l'on doit retenir. Je vous ai mis aussi un outil Fixer AI, qui est un outil d'automatisation de la gestion de la boîte mail. C'est une intelligence artificielle qui va gérer la boîte mail de vos commerciaux, non pas en répondant à sa place, mais en générant automatiquement les réponses pour que le commercial n'ait plus qu'à les vérifier et à les envoyer. On a tous des équipes qui passent beaucoup trop de temps à lire et à envoyer des emails, et on aimerait récupérer ce temps. Et puis des outils d'assistance au closing, le playbook, des témoignages clients, des études de cas et pourquoi pas Barry pour amener de la différenciation. Le coût global de la boîte à outils d'un commercial, il peut s'établir entre 100 et 1000 euros par mois et par commerciaux, selon la profondeur et le niveau d'outillage que vous leur confiez. Ça peut paraître beaucoup d'argent, mais il faut voir ce que cela peut faire gagner. Si ma prospection elle est alimentée automatiquement, alors j'ai des prospects qui arrivent directement dans le pipe du commercial. Là où avant, il devait prendre sa voiture et faire des rondes dans les zones industrielles pour faire du porte-à-porte. Mon papa a commencé comme ça il y a plus de 40 ans maintenant. La prospection, elle peut être plus efficace avec des outils qui structurent les listes, les appels, les relances. La qualité des échanges, elle peut être améliorée. Mojo va analyser les conversations et vous aider à progresser sur la découverte, l'argumentaire, la réponse aux objections. Les comptes rendus peuvent être automatisés avec les résumés d'appels et de rendez-vous qui sont générés automatiquement grâce à l'intelligence artificielle. La réponse instantanée aux demandes de clients avec des outils comme Fixer, Barry, qui vont permettre de traiter les demandes de cotation automatiquement. Et puis des données centralisées avec un CRM, des tableaux de bord qui vont vous permettre de gagner énormément de temps. Quand on a la bonne boîte à outils, le bon pilotage, les bonnes compétences, c'est près de 4 heures de gain de productivité par jour que l'on peut escompter. Et ces 4 heures-là, le commercial, il les passe à rencontrer plus de prospects, à générer plus d'opportunités commerciales. Globalement, quand on compare les deux modèles, un modèle un peu traditionnel, traitement des appels entrants, gestion des appels d'offres, peu ou pas de prospection, ce que l'on rencontre sur le terrain, ce que l'on analyse, c'est 5 à 15 opportunités par mois, un taux de transformation de 10 à 20%, 1 à 3 nouveaux clients par mois, un cycle de vente assez long et un chiffre d'affaires potentiel par commercial compris entre 300 et 600 000 euros par an d'acquisition. Un modèle outillé, stacké, augmenté, piloté, processé, avec tous les outils que je viens de vous présenter, on peut escompter 100 à 400 prospects qualifiés par mois. Alors un taux de transformation qui est certes plus faible, mais qui va générer une base de données qu'on va pouvoir recycler par la suite. Et donc 5 à 40 nouveaux clients par mois, un cycle de vente qui se raccourcit et un chiffre d'affaires potentiel par commercial qui est quasiment doublé. Comment faire pour mettre en place tout ça? Ça paraît certainement pour beaucoup d'entre vous peut-être de la science-fiction, peut-être du chinois, quelque chose de très inaccessible. La première chose, c'est commencer par construire un système structuré, rédiger ce processus, se poser des questions à chaque étape. Comment je fais pour attirer un maximum d'internautes sur mon site internet?
Comment je fais pour que mes commerciaux rentrent en contact avec un maximum de prospects sur le terrain, par téléphone, par email ou sur les réseaux sociaux? Comment je fais pour attirer un maximum d'opportunités commerciales dans mes filets? Deuxièmement, quel processus je vais euh, appliquer, quelle méthode je vais appliquer pour en convertir le plus possible en clients et essayer de travailler ma conversion. Quelle découverte, quelle question de découverte je vais faire? Comment je vais présenter et argumenter mon entreprise? Comment je vais structurer et construire mon offre pour qu'elle plaise au maximum? Quels outils, quelles stratégies et quelles méthodes je vais appliquer pour fidéliser mes clients et les transformer en ambassadeurs? Et enfin, qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour optimiser ma relation commerciale avec mon client et aller grappiller chaque euro potentiel que je peux saisir de ce client? Comment je vais pouvoir essorer ma relation commerciale? Et me poser les questions, donc d'appliquer un processus d'amélioration continue sur ce point. La deuxième chose, c'est d'automatiser tout ce qui n'a pas de valeur pour libérer un maximum de temps commercial. La scalabilité, le passage à l'échelle, il répond à trois lois. Le premier, c'est automatiser tout ce qui peut l'être. Le deuxième, c'est standardiser tout ce qui ne peut pas être automatisé. Et la troisième, c'est faire par le client ce que je ne peux pas standardiser. La création d'un compte, la demande de cotation, la saisie, le pointage, la facture, la relance, la génération des comptes rendus, la prospection par téléphone, par mail, le remplissage du CRM, du tableau de bord. Il y a des dizaines, des centaines d'étapes que l'on peut automatiser, standardiser, déléguer. Une fois qu'on a identifié toutes ces étapes et qu'on les a automatisées, standardisées, déléguées, eh bien, on a libéré un potentiel commercial important pour son entreprise. Et puis la troisième volet, c'est d'installer une véritable culture proactive de la marge, du cash et de la croissance stratégique. Passer d'une logique de gestion à une logique de conquête, de performance, où la marge passe avant le volume, vendre mieux. Et pour vendre mieux, il faut sélectionner les meilleurs clients, ceux qui sont prêts à payer le plus cher. Pour cela, il faut rencontrer le maximum de clients pour identifier ceux qui sont prêts à payer le prix juste, à choisir une offre différenciée, à valoriser mon service. Le cash avant le chiffre d'affaires. On parlait des enjeux de trésorerie, comment je fais pour accélérer la gestion des devis, des commandes, des paiements, pour améliorer mon délai d'encaissement et libérer ainsi de la capacité de cash pour investir sur ma force commerciale. La croissance avant le confort. Comment je sors de ma zone de confort et je vais prospecter de manière systématique, régulière, en fixant des objectifs et en analysant le pipe d'opportunités de mes commerciaux. Le commerce est le moteur stratégique de mon entreprise et pas comme je l'entends encore souvent, un centre de coût. Chaque action commerciale doit être au service de l'un de ces trois indicateurs, la marge, le cash ou la croissance stratégique, choisir les clients avec lesquels je veux travailler et les décisions que je prends, elles doivent être basées sur la donnée, pas sur mes habitudes, parce que mes habitudes me mentent. En conclusion, investir aujourd'hui, se poser ces questions-là, et le début de l'investissement, c'est la remise en question, la réflexion, la projection. Potentiellement, implémenter tout ce que je viens de vous dire, c'est une démarche qui peut prendre 2 à 3 ans. Et donc, investir aujourd'hui, c'est être prêt sur le changement générationnel que je vous expliquais en amont. Nos clients vont changer et nos collaborateurs vont changer. Les clients ne seront de moins en moins sensibles à la démarche traditionnelle et nos collaborateurs seront de moins en moins enclins à déployer une démarche commerciale traditionnelle. Investir sur votre force commerciale et transformer votre force commerciale aujourd'hui, c'est bien répondre aux enjeux et aux opportunités commerciales de demain et vous assurer de pouvoir recruter et fidéliser les meilleurs talents dans vos équipes. La performance commerciale, elle repose avant tout sur une stratégie, des processus clairs et une démarche d'amélioration continue. Entre la décision, la structuration, la formation, la montée en compétences, l'adoption des outils et le changement culturel, eh bien, la transformation, elle demande du temps. Et investir aujourd'hui, c'est préparer la performance de demain pour prendre une longueur d'avance sur un cycle commercial qui s'impose à la filière
compte tenu de cette transformation générationnelle et de ce contexte assez particulier qui s'impose à nous aujourd'hui. J'ai essayé de tenir en moins de 45 minutes. Ce que je vous propose, c'est de, chacun votre tour, potentiellement, ou ceux qui le souhaitent, d'ouvrir vos micros, de partager votre problématique, partager vos incompréhensions si il y a des éléments qui vous ont posé question, que vous n'avez pas compris durant cet échange, ou si vous souhaitez approfondir un point en particulier et poser une question pour que je puisse approfondir sur la démarche commerciale dans l'entreprise, dans votre entreprise de transport en particulier. Bonjour Victor. Bonjour. Une petite question concernant le CRM. Oui, Aujourd'hui, nous, donc sur la démarche globale, on est plutôt bien avancé sur ce que tu nous as présenté. J'ai simplement une question sur le CRM, puisque j'avais construit un fichier Excel il y a quelques années, mais aujourd'hui, c'est moins collaboratif que ça devrait l'être. Puisque tu parles ouais, beaucoup de commerciaux, mais en réalité, il faut aussi qu'on arrive à faire une liaison entre les équipes qui sont à l'exploit et le commerce, parce qu'on est sur deux bien sûr. temporalités totalement différentes, mais pour autant, il faut quand même qu'on puisse échanger. Aujourd'hui, l'outil que j'utilise n'est pas adapté. Donc, tu nous as parlé de d'HubSpot CRM. Est-ce qu'il existe des solutions, par exemple, nous travaillons avec Google Workspace, Ouais, sur le Marketplace de Google, des choses sympathiques à utiliser, mais collaboratifs. oui. Alors, les CRM modernes seront de plus en plus collaboratifs. Je prenais l'exemple de HubSpot, par exemple. Il a une fonctionnalité qui est très intéressante, c'est que les adresses mail de toute l'entreprise sont connectées au CRM et donc tous les échanges de tous les collaborateurs avec tous les clients se retrouvent dans la fiche client. Et donc, l'exploitation peut prendre le Mmh. relais du commerce, le commerce peut prendre le relais de l'exploitation. Ceux qui sont en vacances ont toujours un backup qui a Mmh. l'intégralité du contexte. Et des outils comme Pipedrive, HubSpot, Salesforce et certainement d'autres. Brevo ont toute cette fonctionnalité maintenant. Euh, pour moi, le CRM, c'est le TMS des Mmh. commerciaux. On ne verrait pas nos exploitations fonctionner sans TMS ou fonctionner comme on a tous certainement dû le faire. Hein. J'ai fait de l'exploitation avec des tableaux Excel, j'ai fait de l'exploitation avec un papier et un crayon. Papier Bon, crayon. aujourd'hui, je suis plutôt content d'avoir un TMS et ça m'a permis d'améliorer ma performance. Il y a énormément d'outils collaboratifs, des outils packagés comme les CRM que je viens de vous partager, HubSpot, Mhm. Salesforce, Effici, Pipedrive, il y en a un peu pour tous les goûts. Et puis des outils collaboratifs plus maison, où on va être maître de la construction de l'outil. On peut faire des choses assez exceptionnelles avec un Google Sheet, par exemple, et un espace partagé dans Google, ou avec un outil que j'aime beaucoup qui s'appelle Notion, euh, qui est une page blanche. C'est un logiciel, c'est le Lego des logiciels. Et donc, comme avec un Lego, on peut fabriquer un peu tout ce qu'on veut, mais ça demande beaucoup d'ingénierie, de jus de cerveau en interne et une certaine Mhm. agilité avec les outils modernes et beaucoup de temps de paramétrage. Donc, j'aurais plutôt tendance à vous orienter sur des solutions packagées. Et ensuite, sur les solutions packagées, il y a deux choix à faire généralement. Il y a les CRM qui vont être très bons sur l'avant-vente, passer de prospect à client. Et il Mhm. y a des CRM qui vont être très bons sur l'après-vente. Tout ce qui se passe une fois que le client est dans mon entreprise. Et donc la vie du client dans l'entreprise. Généralement, quand on essaye de coupler les deux, on se retrouve avec un espèce de, 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 de- de truc pas très bien ficelé qui coûte très cher. La Mhm. Rolls-Royce, c'est Salesforce, mais ça va coûter potentiellement plusieurs dizaines ou centaines de milliers d'euros d'implémentation et très cher en abonnement. Oui. Généralement, j'oriente mes clients à faire un choix. Est-ce que vous devez faire de l'avant-vente et donc maximiser le nombre de clients qui arrivent, ou est-ce que vous voulez faire de l'après-vente et connaître parfaitement le cycle de vente, le cycle de vie de votre client une fois qu'il est dans l'entreprise? Potentiellement, Mhm. c'est deux systèmes différents.
Ok, très bien. Je te remercie. De rien. Est-ce que parmi vous, euh, les outils d'intelligence artificielle sont déjà utilisés par les services commerciaux? Et si oui, quoi? Bonjour, Sébastien Videt, je travaille au sein d'Epner. Donc oui, nous, on commence à l'utiliser, l'IA. Donc on utilise Copilot, qui est en fait l'IA de Microsoft. Microsoft, qui est intégré dans nos licences. Enfin, il y a des licences en plus, mais c'est intégré dans la suite Microsoft. Et on l'utilise, on a monté deux agents. Donc un agent IA qui nous permet de faire ce qu'on appelle des quick scans, donc sur la réception des appels d'offres clients, donc qui permettent de dépouiller en fait, donc c'est surtout sur les gros appels d'offres on va dire, mais Ouais. de dépouiller les documents reçus par les clients qui sont pas tout le temps super bien écrits, qui des fois font doublon, il y a des annexes, il y a beaucoup de choses à aller regarder. Et donc on s'attelle bien sûr à lire tous ces documents, mais de temps en temps, quand on veut retrouver une information ou quand on veut avoir une synthèse globale des attendus du client au-delà du prix, comme vous le disiez, ou de comprendre quels sont les attendus sur le gasoil, sur je ne sais pas quel autre détail, cet agent il nous permet d'aller chercher l'information où elle est dans les documents du client. Donc ça, c'est un premier agent qu'on utilise. Et on en a un deuxième qui tourne plus sur des notions de pricing, donc qui euh, intègre nos coûtants. Enfin, en fait, l'agent utilise nos coûtants et nous permet de sortir des prix, prenant en compte les coûtants les plus à jour possibles et permettant d'optimiser et d'être au bon niveau, au juste niveau tarifaire dans la proposition du pricing. Et donc là, on a, avec l'équipe de notre bureau d'études, de notre tender desk, on essaye de définir quels seront les prochains cas d'usage qu'on Usage. développera sur l'année 2026. Génial. Merci beaucoup, Sébastien. Il y a quelque chose que j'aime beaucoup partager avec l'intelligence artificielle, et notamment quand on parle, parce qu'on va parler commerce. Généralement, on attend de l'intelligence artificielle des cas d'usage assez macro, très transformateurs. L'optimisation globale de mon plan de transport, euh, le, le- le- le traitement des appels d'offres. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est automatiser et spécialiser des micro-tâches qui sont ultra répétitives. Par exemple, les comptes rendus des commerciaux. Un commercial chez Epner, il doit faire 15 rendez-vous par semaine, j'imagine. C'est 15 découvertes, 15 prises de notes, 15 comptes rendus commerciaux, 15 saisies des informations commerciales dans le CRM, et ça chaque semaine, après année, après année. Et ça coûte des millions d'euros. Et donc, en fait, comment est-ce que je fais pour trouver un micro cas d'usage, mais très répétitif, à très faible valeur ajoutée, où l'intelligence artificielle est particulièrement douée? Prendre des notes, établir un compte-rendu, il n'y a rien de plus basique pour l'IA, par exemple. Euh, voilà. Si je peux vous donner un conseil, la gestion des emails, la gestion des comptes rendus, l'enregistrement et l'entraînement des commerciaux, un peu comme un sparring partner au tennis, sont des cas d'usage à étudier. Alors, je me permets de rebondir. C'est Victor, hein, pardon, c'est ça? Oui, Ouais, je me permets de rebondir, Victor. Donc, le cas d'usage des comptes rendus, on s'est posé la question. Et pour l'instant, on ne l'a pas activé. Donc, enfin, l'IA, ça pose aussi beaucoup de questions de est-ce qu'il faut faire, est-ce qu'il faut pas faire. Donc, pour bien l'instant, sûr. on ne l'a pas fait parce qu'effectivement, ça prend beaucoup de temps. Mais en même temps, ce temps qui est pris par les commerciaux de formaliser de manière un peu structurée ce qu'ils ont collecté comme information pendant un rendez-vous, c'est un temps qui nous semble utile pour pouvoir intégrer, ingérer l'information, la compiler, enfin, la comprendre et pas laisser la machine finalement délaisser cette responsabilité du commercial qui est de pouvoir
en croisant quelqu'un dans le couloir ou pouvoir en parler à quelqu'un d'autre. Et donc, si on s'est dit, on n'a peut-être pas pris la bonne décision pour l'instant, mais on verra dans le futur, mais on s'est dit que si on laissait plus l'IA le faire, bah, le commercial, il était moins en capacité de pouvoir ensuite en parler ou l'avoir dans la tête. Donc, pour Tout l'instant, à ce fait. cas d'usage-là, on ne l'a pas activé nous. Je comprends. Un peu ce qu'on disait sur le pilotage et euh, la délégation. La délégation n'exclut pas le contrôle, l'automatisation non plus d'ailleurs. Et en effet, c'est important d'avoir culturellement, de conserver cette dimension culturelle. Euh, merci, Sébastien. Si vous m'entendez, je peux poser une question à ce niveau-là? Vous m'entendez? Oui, oui, on Oui. vous entend, Isabelle. Quand vous dites automatiser donc la prise de notes et l'établissement de compte rendu, vous imaginez la prise de notes donc sur son clavier et automatisée, ou vous imaginez enregistrer carrément le rendez-vous commercial? Nous, on enregistre quasiment 100% des rendez-vous commerciaux. Ouais, et justement, enfin, moi je sais pas comment sont les autres, mais nous, en tous les cas, ça dépend sûrement la population que l'on a en face, mais si je considère par exemple un ensemble de petits, enfin, ou moyens, etc., viticulteurs, moi je trouve que c'est pas encore très rentré dans les mentalités. Si vous arrivez en rendez-vous et que vous commencez par dire je vais enregistrer pour vous faire un compte rendu plus rapide par IA, c'est pas très. Enfin, ça peut marcher avec effectivement les dernières générations. Les dernières générations Y, Z, comme vous dites, mais ça marche pas à tous les coups et je recommande pas, en tous les cas, moi chez moi, je recommande pas de prendre le risque. Mhm. Euh, je vais vous faire part de mon expérience personnelle et pas faire une réponse générale, juste partager mon expérience personnelle. Nous, on rencontre à peu près 400 transporteurs par an chez Barry. L'année dernière, en 2025, il n'y a que 2 transporteurs qui ont refusé l'enregistrement par l'IA. Et on pose la question systématiquement. Alors, on dit que c'est dans un souci de formation, de concentration sur le moment commercial qui est devant nous. Et on pose la question en début d'entretien, quasi systématiquement, les gens nous disent oui. Et c'est très rare que les gens nous disent non. Très, très rare. Après, si je peux me permettre, c'est peut-être lié aussi au produit que vous vendez, qui est forcément très Certainement. technologique, et donc du coup, ça va ensemble. Moi, par le passé, j'étais C'est évident. informaticienne avant d'être transporteur, et donc en vendant autre chose dans l'informatique, c'était effectivement plus facile. Là, quand vous êtes transporteur, par exemple, vous vous adressez à des petits viticulteurs qui vous reçoivent parfois dans un bureau, mais parfois dans le salon, voire même au Oui, milieu des vignes. C'est pas forcément facile. bien Voilà. sûr. Donc je pense que ça dépend vraiment de la situation. Par contre, je trouve que votre remarque est tout à fait pertinente sur l'utilisation de l'IA sur des tâches répétitives et pas forcément sur quelque chose de gros. Et je trouve que enfin, ça me fait bien réfléchir en tous les cas. Merci. Ouais, c'est de rien. On a tous, et faites l'exercice un samedi, vous vous ennuyez. Il y a au moins une centaine de tâches à votre portée, dans votre service, dans votre entreprise, autour de vous que vous connaissez. Il y a au moins 100 tâches qui sont totalement automatisables. Nous, Grégory Exatrans, nous commençons à utiliser l'IA pour dicter nos comptes rendus de visite commerciale, puisqu'on n'a pas arrivé à passer le cap pour faire enregistrer pendant la visite, mais au moins on les utilise pour essayer de standardiser notre compte rendu. Et je trouve que le clavier est trop lent, et donc le raconter à l'IA, pardonnez-moi, je ne vais pas le dire le dicter, le raconter à l'IA dans un agent qu'on a standardisé semble prendre sa place aujourd'hui. Au-delà de et l'IA, et je comprends, j'en ai parlé aussi parce que c'est un sujet qui intéresse tout le monde. Et quand on parle de la transformation, de la modernisation de la démarche commerciale, est-ce qu'il y a d'autres aspects que j'ai présentés sur voir le commerce comme un processus, avoir une méthodologie ultra structurée, répéter un geste un peu à la manière d'un sportif de haut niveau qui va avoir une routine très précise dans l'objectif de gagner le match le samedi?
est-ce que vous avez justement ce geste commercial très structuré et vous êtes en mesure de témoigner auprès de vos confrères, ou au contraire, est-ce que vous vous dites, bah, chez moi, c'est vrai que c'est un peu à à l'appréciation du commercial en qui j'ai confiance parce que ça fait des années qu'on travaille ensemble et puis le geste, il est un peu spontané. Euh, voilà. Ah, alors, si je peux moi, j'ai pas très bien compris votre question, en fait. Vous pouvez reformuler, peut-être. Ouais, Je la suis question là. c'était, ouais, on a parlé ouais, de l'automatisation, l'intelligence artificielle, mais en amont de ça, on a parlé de structurer la démarche commerciale avec des équipes dédiées, avec un processus et une méthode claire, duplicable, réplicable, avec méthodologie, pilotage, compétences, outillage. Est-ce que vous vous identifiez plutôt comme voilà, avoir un geste commercial qui est un peu spontané, un peu traditionnel, ou au contraire, est-ce que vous avez déjà mis en place une démarche de structuration très précise de la démarche commerciale, et auquel cas, est-ce que quelqu'un veut témoigner d'un bord comme d'un autre? Alors, pour ma part, là, j'ai compris. Pour ma part, c'est entre les deux. Voilà, il y a déjà pas mal d'outils. Après, c'est toujours bon de revoir l'ensemble. Enfin, vous parliez d'une vision à 3 ans. Les équipes aussi bougent. Donc, en fait, il faut refaire constamment de la formation, du portage de bonnes paroles et de la motivation. Mais enfin, voilà, nous, en ce qui nous concerne, ben, effectivement, il y a des petits outillages à différents niveaux, mais il y a plein de choses à améliorer aussi. Merci Isabelle. À toutes fins utiles, il est midi. Je vous ai mis ici la formation commerciale que l'on dispense chez Barry. On a formé 250 commerciaux en 2024 et 2025. C'est un format de 2 jours qui permet de faire plein de choses. Bref, je ne suis pas là pour faire ma pub, mais vous avez les éléments. Je vous remercie pour le temps que vous avez consacré à cette thématique ce matin. J'espère avoir délivré de la valeur et répondu à certaines interrogations. Si vous avez d'autres questions ou commentaires pour conclure cet échange, n'hésitez surtout pas. Sinon, je vais laisser Olga reprendre la main et conclure les échanges. Merci beaucoup, Victor. C'était fort intéressant et riche. Et merci beaucoup à nos auditeurs, à nos participants qui étaient bien là jusqu'au bout et qui étaient actifs au moment de la séquence questions-réponses. Alors, les coordonnées de Victor seront diffusées avec le replay et le support de présentation. D'ici quelques jours, vous aurez l'information dans les actualités TRM. Encore une fois, merci beaucoup, Victor, et à très, très bientôt et passez une très bonne journée.